Continuer avec ce travail-là au Sénégal, qui était mon terrain pour ma thèse de doctorat. Euh, le cadre théorique, si on veut, de la thèse était construit autour de la notion d'un phénomène social total de Mauss. Parce que, en tout cas, c'était ma thèse, c'était discutable, mais je considérais que la fabrication et la consommation de la bière occupait un rôle central à toutes sortes de niveaux dans la société malinquée, en tout cas le groupe des collines, je ne dirais pas les malinqués à large, à travers toute l'Afrique de l'Ouest. Parce qu'évidemment, je viens d'expliquer la fonction agricole, travaux collectifs. Mais c'est sûr qu'il y a une fonction à toutes sortes de niveaux. C'est sûr qu'il y a une fonction sociale. Ça rassemble les gens, ça rassemble les parties lignales, ça rassemble la parenté, ça rassemble la collectivité villageoise, les voisins, etc., qui travaillent ensemble, qui fêtent ensemble, parce que le soir, c'est la danse, on fait venir les griots, les tambours. Et puis même quand c'est un gros travail, on fait venir les masques. J'y reviendrai peut-être quand je commenterai. J'en ai des masques que vous avez eus en haut dans mon bureau, là. Ça, c'est des costumes que portent des hommes, mais dans l'idéologie populaire, ce sont des esprits qui viennent de la brousse, animés. Des fois, ils travaillent le jour aussi dans les champs, puis même avec des fouettes pour encourager, puis ils chantent pratiquement toute la journée. Et puis le soir, ben, ils viennent aussi danser, fêter. Il y a différents types de masques. Il y en a chez les Malinqués, il y en a chez les Bassaris. Ça serait, je pense, un autre moment où on pourrait expliquer la fonction des masques. Mais c'est une fonction religieuse aussi, parce que c'était faisait partie des offrandes. Les offrandes aux autels des ancêtres, en particulier. Donc, dans chaque famille, ou chaque lignage qui occupe un enclos, le chef de famille, l'aîné, fait des sacrifices, fait un poulet. On dit qu'autrefois, il y avait des sacrifices humains. Parce qu'à Sélingué, pas Sélingué, à Sibikili plutôt, donc dans la région où j'ai travaillé, Sibikili, Sélingué, il y a un puits sacrificiel qui est en fait une source qui est dans une anfractuosité de rocher. Tu sais, le rocher est fendu là, et puis il y a une source qui sort de là, donc source souterraine, l'eau souterraine, probablement l'eau fossile, qui coule, puis ça donne l'origine d'un ruisseau. Et on a dit qu'autrefois, mon beau-père qui a visité la région, qu'on faisait des sacrifices humains. Des sacrifices un culte chthonien, culte de la terre. C'était essentiellement lié à la fertilité, à la fécondité des femmes, des troupeaux, la fertilité des sols, la récolte, et ainsi de suite. Une jeune fille vierge qui était immolée là. C'était une pratique qui existait chez Malinqué, donc on peut croire que c'est vrai. Mais aujourd'hui, ça ne se fait plus depuis longtemps, évidemment. Probablement, ça a dû arrêter avec les colonisateurs qui ont dû arrêter les sacrifices humains dans cette région-là. Par la suite, on offrait des animaux. On pouvait même offrir, par exemple, même des produits agricoles. On mentionne des haricots, par exemple. On peut offrir des haricots. Donc, il y a des offrandes et des sacrifices. Les offrandes, c'est des matériels, là, de produits agricoles, souvent. Puis de la bière, mais pas juste de la bière. Ça pouvait être aussi du vin de palme, donc du jus de palme fermenté. Ça pouvait être de l'hydromel aussi, donc fabriqué avec du miel. Donc, il n'y avait pas seulement la bière de mil. La bière de mil était le principal objet d'échange du travail dans les champs. Ceux qui venaient, puis la viande. Mais on pouvait aussi avoir de la boisson fabriquée avec du maïs. Donc, il y avait le sorgho ou mil, c'était le principal céréales. Mais du maïs, ça pouvait être aussi une petite graine dont j'ai oublié le nom, qui était très rarement utilisée. Ça pouvait être aussi en saison du vin de palme. Par exemple, du vin de palme, on met la gourde la veille, puis le lendemain, on le ramasse. Il s'agit d'être habile pour monter dans le palmier. Ça peut avoir, je ne sais pas, 20 mètres. Et puis aussi de l'hydromel. Ça, la saison du miel, la saison des abeilles. Ça, c'est très bon, l'hydromel. J'aurais toujours... il me restera toujours un bon goût en bouche de l'hydromel. Donc, ça, c'est les différents
prestations qu'on pouvait faire pour le travail. Mais la même chose aussi pour les offrandes, soit aux ancêtres, soit aux divinités chthoniennes. À ce moment-là, c'est un arbre, Caïcédra, par exemple, qui est dans le milieu du champ, un arbre qu'on garde là. Et puis, il y a des pierres. Mais généralement, les sacrifices, l'autel, c'est un tas de pierres qu'on a sacré. Et puis, donc, les offrandes se font là, soit dans le champ, soit à la porte de la maison. D'ailleurs, dans le village abandonné, Sibikili, j'ai mentionné que c'était juste quelques familles. Avant ça, c'était un grand village. Bien, toutes les pierres sacrificielles sont toutes restées sur place. Il n'y a personne qui a osé les prendre ou les enlever à cause du caractère sacré. Donc, bien sûr, pour les mariages, aussi pour les alliances, lors des fiançailles, lors des mariages, des quantités énormes de bière. J'ai calculé qu'on pouvait consacrer une année, des bonnes années, jusqu'à 25 de la récolte de mil en bière. C'est vraiment des quantités phénoménales là, lorsqu'on a des grandes fêtes, parce qu'il y a la fête Nyonene, la principale fête des récoltes, c'est le Nyonene, c'est la fête du mil. Là, c'est le village au complet, puis les villages voisins qui invitent. Puis là, on a fabriqué de la bière pendant... Ça prend des jours à fabriquer de la bière, ça prend 9 jours. Donc, il faut d'abord tremper le mil, puis ensuite de ça, le mettre à germer. Puis une fois qu'il est germé, on le fait sécher. Après ça, il faut le réduire, c'est le travail de femme, là. Il faut le réduire en farine. Après ça, la farine est mélangée avec de l'eau chaude, qu'il faut faire cuire de l'eau chaude. Donc, on utilise des grands canaris, là, des grands contenants en terre, grands comme ça, sur le feu. Mais comme ça casse, souvent, maintenant, on voit ça, il y en a qui font ça dans des barils, des fûts de gasoline, là, de 40 gallons. Ça, c'est la modernité. Mais il faut chauffer ça pendant des heures de temps, une journée de temps. Après ça, on les met à reposer dans des grandes urnes, là, des grands canaris pendant quelques jours, au moins 3 jours avec un ferment. Le ferment, en fait, c'est une cordelette. Donc une corde faite avec une écorce d'arbre, du baobab. Une petite cordelette tressée qu'on trempe dans la bière quand elle a déjà été fermentée. Ça fait que le ferment s'agglutine après la corde, puis qu'on met de côté. La prochaine fois qu'on veut faire de la bière, on prend cette corde-là, puis on le remet dans... Donc, c'est une façon de conserver le ferment. Ça se présente comme de la lie de mil, là, une bouillie de mil. Là. C'est comme ça qu'on fabrique la bière. Donc, c'est un gros travail qui dure longtemps, puis c'est un travail de femme. Puis il faut aller chercher de l'eau. Puis l'eau, dans ces montagnes-là, l'eau est dans les bas-fonds, il n'est pas en hauteur. Donc, il faut marcher longtemps pour aller chercher de l'eau. Encore un travail de femme. Mais les femmes vraiment travaillent, là. Les hommes travaillent au champ pendant la saison agricole. Les gens, des fois, qui vont en Afrique pendant la saison sèche, je dis, les hommes font rien. C'est vrai que pendant la saison sèche, à part de réparer, construire des habitations, bon, il y a les chasseurs qui travaillent beaucoup en saison sèche, je pense, saison des pluies, donc faire des voyages de commerce. Ou encore, bien, les plus jeunes, aller en aftane. Un aftane, c'est quelqu'un qui a travaillé à l'arachide, travailleur saisonnier de l'arachide, qui pendant la saison... mais c'est au même moment de la saison, donc ça enlève des travailleurs, mais souvent, ils vont aller travailler à l'étranger pour rapporter de l'argent. Mais c'est sûr que les femmes, elles autres, elles travaillent tout le temps. Ils n'ont pas de saison sèche pour se reposer, s'occuper de la maison, des enfants, de la cuisine, transporter l'eau, transporter le bois. Souvent, c'est les femmes, les jeunes filles qui vont chercher le bois. Puis ça en prend du bois pour faire des quantités, des centaines et des centaines de litres de bière. C'est pour ça qu'à la veille des grandes fêtes, tu vois les tas de bois qui s'accumulent, là. Les jeunes, les garçons, les jeunes filles vont partout chercher du bois mort ou des fois couper qui est tombé ou couper des arbres morts puis accumuler des tas 2 mètres de haut, quelques mètres de long, de tas de bois pour chauffer continuellement tous les pots dans lesquels on fait chauffer la bière. Donc, c'est ça l'essentiel de ma thèse de doctorat, que j'ai jamais soutenue parce que j'ai procrastiné dans l'écriture. J'ai écrit une première version qui a à peu près 350 pages. Puis ça a duré des années parce que, contrairement à aujourd'hui, quand on est jeune professeur, on n'a pas un cours dans l'année ou la première année, je ne sais pas, là, mais 1 ou 2 cours. On en avait 4 cours. Après la deuxième année, j'en ai eu 5, je pense, parce qu'on était pas beaucoup de professeurs. Donc, j'ai réussi à écrire ça le soir. André le sait, là, j'écrivais jusqu'à 1 h du matin, souvent. Mais comme j'ai échelonné ça sur un certain nombre d'années, puis j'avais le projet Conteneur aussi avec ça, dont on parlera tout à l'heure. Après, je renouvelais mon inscription à chaque année, mais après un certain temps,
On m'a dit que c'était plus valable, il fallait que j'aille en France me faire une réadmission. Fait que là, j'ai dit, bon, ça faisait plusieurs années, 8 ans que je traînais ça, puis j'avais le projet Côte-Nord. Fait que finalement, j'ai renoncé à déposer ma thèse. Il aurait fallu qu'elle soit finalisée. Là. Il est encore dans son tiroir. Oui, je l'ai en bas, je pourrais montrer le document. Là. Mais ça, c'est un autre un échec de ma vie. Là. Fait que ça fait bizarre, là. Je perds mes documents, ma mémoire de maîtrise. Je ne réussis pas à déposer ma thèse de doctorat. Ça fait un drôle de hasard. Puis, ça me fait peut-être passer pour un imposteur. Je dis, finalement, il a rien fait, puis il a réussi à être professeur d'université pareil. En tout cas, je me suis surpris par la suite parce que j'ai publié bien des choses, des dizaines et des dizaines de textes, là, mais ça, je dirais que c'est l'échec de ma vie, c'est sûr, de ne pas avoir soutenu ma thèse de doctorat, puis surtout de ne pas avoir publié beaucoup à partir des documents qui étaient une grande richesse. Là, j'aurais pu quand même, mais je me disais 10 ans après, 15 ans après, 20 ans après, évidemment, ça a perdu de l'actualité parce que c'était ce qui se passait au moment où l'islam était en progression. Ça n'existe probablement plus, là, puis, parce que déjà, on voyait des prosélytes de l'islam qui allaient dans les villages, et même vu dans des villages animistes traditionnels. Ce qu'on appelle une mosquée là-bas, en fait, on circonscrit un carré avec des billes, et puis on met des cailloux, puis c'est là qu'on va faire la prière. Donc, il commençait des gens qui sont allés au nord du Sénégal, qui sont convertis à l'islam, qui revenaient, puis ils commençaient aussi à être prosélytes là, dans leur communauté. Donc, je suis retourné en 78. Ça n'avait pas changé beaucoup. Mais on est retourné en 91, 90. Parce que 90, 91, on est allé au Mali, mais en passant par le Sénégal. Mais j'ai pas pu aller dans tous les villages où j'avais travaillé parce que deux raisons. D'abord, il faisait très, très, très chaud. On n'a pas pris l'habitude, on a perdu l'habitude de travailler à la chaleur. On a connu des 45 degrés à l'ombre, 40-45 pendant du mois de février, mars, avril, mai jusqu'au pluie. Là. Des chaleurs épouvantables. On s'était habitué progressivement. Mais débarquer là-bas dans des chaleurs de 40 degrés, je trouvais ça insupportable. L'autre raison, c'est parce qu'on n'avait pas trouvé de véhicule à un prix acceptable là, pour faire la tournée des villages. Donc, on va mettre un point. On pourra en parler longtemps encore. On va mettre un point au Sénégal. Parce que je suis retourné en 78. Là, il y a eu un grand colloque organisé par le CRA toujours pour relancer les études sur le Sénégal. Là, des scientifiques qui venaient un peu partout, de toutes sortes de nature. Mais ça n'a pas levé. Ça a été très intéressant. Les discussions, etc., beaucoup de projets. Puis moi-même, j'étais intéressé à y retourner, mais ça n'a pas levé. D'abord, il n'y avait pas d'argent avec ça. Là. Puis moi, j'étais déjà avec le projet Côte-Nord, qui n'était pas fini vraiment. Même si le terrain a arrêté en 76, ça a pris 2 ans avant de rédiger un ouvrage qui n'a jamais été publié non plus, là, qui est sous forme de manuscrits. Donc, surchargé de travail aussi, mais c'est sûr que ça aurait été intéressant de continuer. Mais les hasards de la vie fait qu'à un moment donné, on prend telle direction, puis après ça, on abandonne tel projet, puis et ainsi de suite. Le Mali. On va essayer de faire ça plus court. Ben, on est allé deux fois au Mali, en 90-91, pendant 2 années sabbatiques, là, puis en 97. Le premier séjour, j'avais été approché par des gens en santé communautaire, le département de santé communautaire de l'Université Laval, je me suis rattaché au CHUL, je pense. Docteur Girard, qui travaillait avec le Centre de santé publique, je pense que c'est l'Institut de santé publique du Mali, Docteur Agrali qui était le directeur. Et puis, il y avait des médecins et des infirmières de l'Université Laval qui allaient travailler avec le centre de santé. Puis là, ils voulaient faire une espèce de bilan socio-sanitaire et socio-économique des impacts là, du barrage de Saint-Lingué. C'est un barrage qui avait été construit à ce moment-là, 7-8 ans auparavant, je crois. Pas un grand barrage par rapport à nos standards, mais c'était le plus grand barrage du Mali. Je crois quelque chose comme 22 mégawatts. Ici, c'est une petite centrale. Ici, sur la Chaudière, il y a à peu près ça, une centrale de 20 mégawatts. C'est tout petit, mais les autres, c'était la première centrale hydroélectrique.
Je dirais peut-être la deuxième parce qu'il y en avait une toute petite près de Bamako. Et qui a inondé, donc c'est une vallée fluviale nécessairement, une vallée agricole avec des vergers, etc., qui a inondé une vallée fluviale de près 400 km². Quand même assez considérable pour la puissance là, de la centrale. Parce que, bon, on a endigué deux affluents du fleuve Niger, le Sankarani et puis le Ouessouloup Balé, juste à la jonction des deux rivières. On a inondé les deux bassins de rivière où il y avait beaucoup de cultures, puis surtout des cultures du riz inondées. La saison des pluies, c'est tellement abondant que toutes les rivières... Alors qu'il n'y a presque pas d'eau en saison sèche dans les rivières, puis surtout pas dans les marigots, là, dans les ruisseaux. Souvent, c'est à sec partout. Mais en saison des pluies, à cause des pluies énormes, là, les pluies énormes, c'est quand même 1 mètre dans la région... 1300 mm, quelque chose du genre, 1200 mm, mais c'était avec la sécheresse, c'était en diminution. Mais les autres avaient calculé en fonction des anciens régimes d'eau, mais ça a continué à diminuer depuis. Donc, il y a eu bien sûr des impacts. Il y a eu des déplacements de population, à peu près 15 000 personnes quand même, pour un petit barrage comme ça qui ont été déplacés dans des terres beaucoup moins fertiles. Dans les basses vallées, c'est assez fertile. Une inondation, on pouvait faire du riz inondé. À mesure que la terre est inondée, bien, on sème du riz. Puis ce riz inondé, c'est que la tige croît progressivement. Contrairement au riz cultivé en rizière où le niveau d'eau est gardé égal, là, le niveau d'eau varie selon les quantités de pluie. Mais il faut des espèces, des fois, qui croissent avec la tige croît avec les inondations, mais surtout, ce qu'on faisait, c'était du riz de décrue. C'est-à-dire qu'après que l'eau se retire, la terre est très humide pendant longtemps, donc on sème du riz puis assez d'humidité pour récolter assez rapidement. Donc, c'est un riz de 90 jours, quelque chose, peut-être moins 80 jours, je ne me souviens pas exactement. Donc, terre inondée, verger perdu, on cultivait des oranges, des pamplemousses et des citons qui étaient exportés vers la capitale, parce que pas très loin de la capitale, une centaine de kilomètres. Évidemment, des problèmes de santé liés aux vecteurs de maladies qu'on retrouve dans l'eau. Donc, évidemment, le paludisme, peut-être la maladie du sommeil, mais il n'y en avait pas vraiment dans le genre, mais surtout la bilharziose. La bilharziose, c'est un insecte qui rentre dans la peau à l'intérieur et puis qui se répand dans le système sanguin puis qui attaque le rein. Donc, les gens peuvent en mourir. C'est une maladie mortelle si ce n'est pas soigné. Et donc, ça s'attrape quand tu travailles dans l'eau, donc surtout les pêcheurs. Parce qu'un des avantages, il y a eu des avantages d'inonder des terres agricoles, mais l'avantage, ça a été de créer un lieu de pêche important. Donc, les gens sont venus du delta du Niger, où étaient surtout les Bozos, le principal ethnie de pêcheurs dans la région. Puis là aussi, était affecté par la sécheresse. La surface pêchable était de plus en plus petite. Donc, il y a peut-être 1000 familles, donc 4-5 000 personnes qui ont allé s'installer dans la région pour pêcher dans un lac artificiel, en fait, mais très productif à cause de la décomposition. On a déboisé en partie, mais on a laissé beaucoup d'arbres parce que le programme de déboisement n'a pas marché comme on voulait. Fait que les ingénieurs ont dit la mise en eau, terminée par terminer, le coupe des arbres, on inonde pareil. Fait qu'il est resté beaucoup d'arbres, mais la décomposition des arbres, c'est une matière nutritive pour les poissons. Donc, c'était un lac assez productif. D'ailleurs, quand on est allé, c'était 7-8 ans après, il y avait encore des arbres là, qui restaient debout encore dans l'eau. De temps en temps, quand le lac était vraiment en étiage, là, plus bas niveau, à la fin de la saison sèche, les pêcheurs coupaient certains endroits pour partout pour ne pas briser les filets, les endroits où ils allaient pêcher. Pour ne pas briser les filets, pour se faire des espaces pour naviguer là, dans leur village de pêche sur le lac. Parce que les filets là-bas, c'était des grands filets, c'était des seines qu'on pouvait utiliser, des filets qui vont des centaines de mètres de long. On va avoir des nasses aussi ou des hameçons, donc différentes techniques. Mais donc, la problématique principale du centre de santé, c'est les problèmes des bilharzioses, qui est facilement contrôlable. C'est de convaincre les pêcheurs et les gens qui travaillent dans l'eau de porter des bottes. Si tu portes des bottes, des insectes ne pénètrent pas dans la peau. Et puis, mais
les pêcheurs disaient que c'était trop cher. Les gens disaient que c'était trop cher pour porter une paire de relativement à leur revenu. Peut-être, là, mais aussi une espèce de comportement traditionnel. C'est sûr que même si tu vas dans l'eau, si tu as des bottes qui vont là, puis tu vas dans l'eau jusque-là, évidemment, il aurait fallu... mais j'ai pas vu ça au Mali, là. J'ai vu des bottes courtes, mais des grandes bottes de pêcheurs au saumon, là. Un habit, en fait, là, jusqu'à la taille, là. J'ai pas vu ça. J'ai pas vu ça au Mali. Mais c'est sûr que ça aurait été encore une meilleure protection. Mais les gens, il n'y a pas vraiment de port de pêche, là. Il y avait juste un débarcadère, là, qui était fait en béton, mais partout, là, il y a je ne sais plus combien de villages, petits villages ou hameaux de pêcheurs autour, 25-30, je pense, tout autour du lac. Les autres, il n'y avait rien d'aménagé. Ça fait qu'ils étaient dans la boue, dans l'eau tout le temps, embarquer, débarquer le poisson, les filets, etc. Bon, en tout cas. La raison pour laquelle je suis allé là-bas avec des gens de l'Université Laval, dont Alf Schwartz, là, je ne sais pas si tu as connu Alf Schwartz, sociologue qui a travaillé en Afrique beaucoup, justement au Zaïre. Et puis le docteur Girard, et puis qui d'autre encore. Oui, son nom m'échappe. Donc, on est 4-5 Canadiens, mais l'idée, là, d'organiser par l'Institut de santé publique, là, c'était de faire un rassemblement de spécialistes canadiens et africains sur la question des impacts de l'eau, mais aussi la pêche, le développement aussi d'aménagement, réaménager les vergers qui avaient été inondés. Là, ils ont organisé un colloque de Sénégal. Je ne sais même pas dit, je pense, où c'était, au Mali, mais on le verra sur la carte, là, Sénégal, encore là, dans le sud du Mali, assez près du Burkina Faso. Donc, une région beaucoup plus boisée qu'au nord et plus arrosée aussi. D'ailleurs, la Sankarani, comme le Gambie, ça prend ses sources aussi dans le Fouta Djallon, là, donc dans les montagnes. Là. Mais comme les pluies ont diminué là, bien, le débit aussi des rivières a diminué, comme le débit du Niger aussi a diminué. De telle façon qu'en période d'étiage, l'été, le bateau qui fait sur le Niger, la navette, pas tout à fait Bamako, là, parce que le port est un petit peu plus à l'est que Bamako, et puis dont la région sahélienne, là, jusqu'à Tombouctou, bien, il ne pouvait pas circuler pendant la saison sèche. Donc, une autre fonction du barrage, c'était de verser assez d'eau pendant la saison sèche d'étiage pour que les bateaux puissent circuler. Il fallait 1 mètre d'eau de plus, mais ils n'ont jamais eu évacué cette quantité d'eau. Il aurait fallu qu'ils vident le réservoir trop rapidement. Mais une autre retombée, disons, positive du barrage, c'était la culture irriguée. Culture du riz irrigué en aval. T'sais, on a fait ce qu'on appelle un périmètre irrigué, des vastes champs qui étaient en aval sur le bord du fleuve Sankarani. Pour faire la culture de rizières. Là. Il y avait 1000 parcelles, je pense, qui ont été attribuées, supposément en principe à des paysans qui avaient perdu leurs terres inondées, mais dans la pratique, avec les jeux politiques, c'est beaucoup des gens de l'administration, puis même des gens de Bamako dans l'administration, ceux qui avaient des relations politiques, des relations avec des gens bien placés dans l'administration qui ont eu des parcelles. Donc, il y a des gens de Bamako qui faisaient cultiver leurs parcelles. Ils ne venaient pas, ils faisaient cultiver par des paysans locaux. Parce que c'était assez productif. Un hectare de riz inondé, ça peut produire 1 tonne ou 2. Un hectare de riz cultivé avec des engrais, là, puis de la charrue, etc., ça peut produire plusieurs tonnes de riz. Donc, évidemment, il y avait une bonne productivité. Là, ce que d'autres m'ont dit dans l'administration, mais les paysans n'ont pas voulu de cultiver, ils ne voulaient pas changer de méthode de culture, ils ne voulaient pas se mettre à l'extraction animale, ils ne voulaient pas utiliser l'engrais. Donc, les parcelles étaient inutilisées. C'est pour ça qu'on les a données à d'autres dans l'administration. C'est peut-être un peu des deux, mais je sais fort bien qu'il y avait des gens de l'administration, des envoyés, des camions qui partaient de charger de riz pour Bamako. Mais des fois, il y avait des surplus aussi qui étaient vendus. Mais c'est du riz. Le riz qui était produit, c'est du riz paddy, donc c'est du riz avec la gaine, là. Il fallait le décortiquer. Parce que les gens ne savent pas la différence entre le riz paddy et le riz décortiqué. Le riz paddy, ça ne se mange pas parce que c'est comme du blé. Tu as l'écorce, il faut enlever l'écorce. Donc, on mange l'intérieur, l'amidon qui est à l'intérieur. Donc,
Mais il y avait quand même des décortiqueuses sur place, là, pas des gens qui voulaient. Sinon, j'ai déjà voyagé avec un chargement de riz, plein d'insectes, ça grouillait. Des poches de riz dans la camionnette, là, puis on entendait grouiller. Il y a des insectes qui sont véhiculés avec. C'est comme ça que les maladies, des fois, ça répand aussi, ou des bébites. Là. D'ailleurs, un peu partout dans le monde, c'est comme ça qu'il y a des animaux nuisibles se sont répandus, c'est transportés par inadvertance là, par les bateaux ou les camions ou les avions.